journée s'avère longue et pénible. On me visite le matin afin de me donner un morceau de pain au maïs et un peu d'eau. Puis, on m'abandonne. Je demeure étendu sur mon grabat. Je tente à maintes reprises de me défaire de mes liens, mais ça ne sert à rien. Tout ce que je réussis à faire, c'est écorcher davantage mes poignets. Ils sont maculés de sang séché. J'ai mal aux bras et aux épaules. C'est tellement inconfortable d'avoir les bras en l'air en tout temps. En soirée, mes ravisseurs reviennent. Je suis soulagé de les voir. J'ai faim, j'ai soif. Je veux bouger, mais surtout, je dois me rendre à la toilette. Après m'avoir permis de satisfaire mes besoins, l'équinapeur me ramène à mon lit. Ce coup-ci, il ne me force pas à me coucher en plein centre. Non, il me tasse à droite avant de m'attacher à nouveau. Je trouve ça pas mal étrange. Je ne m'interroge pas longtemps car ils quittent ma cellule et ils reviennent 2 ou 3 minutes plus tard. Ces costauds transportent une jeune femme qu'ils allongent à mes côtés. En 2 temps, 3 mouvements, il lit ses poignets à la tête du lit. Lectrices, lecteurs, littéraires, littérales et littéraux. Éric Charlebois ici, bienvenue à un autre épisode de Les Paroles Restent, l'émission qui permet à mes invités de voir leurs écrits s'envoler. C'était la voix de Pierre-Luc Bélanger, mon invité d'aujourd'hui, extrait de Disparu chez les Mayas. Pierre-Luc, ça va bien? Oui, ça va bien, Éric. Écoute, abonné du Forum, je te présente. On se connaît, les téléspectateurs te connaîtront au terme de l'émission. Tu es un pédagogue. Tu es à l'emploi, donc, du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. En effet. Tu es, à l'heure actuelle, conseiller pédagogique. Exactement. Tu es enseignant de formation, bien sûr. Tu es originaire d'Ottawa. C'est ça. Et pour notre intérêt ici, tu es un auteur. Tu es un auteur jeunesse déjà fort primé. Donc, on refuse de dire que tu es un auteur de la relève. Là, tu es au-delà de ça. Tu es publié majoritairement chez les éditions David, la collection, superbe collection 14-18. N'est-ce pas? Exactement. Notamment, Ski Blanche Avalanche a déjà été primé, lui. Donc, tu as été finaliste au prix de la Ville d'Ottawa, mais surtout, tu as remporté le prix du Toronto French School 2016. Oui. Tu as remporté le prix Le Droit, donc volet jeunesse, et tu as remporté le prix du livre pour enfants Trillium. Oui, donc, c'était vraiment toute une soirée d'apprendre que j'avais remporté ce prix-là. C'est l'un des plus prestigieux au Canada et l'un des plus lucratifs. Oui. Donc, on te félicite encore une fois. Merci. Bon, à retardement pour certains. Écoute, Pierre-Luc, tout d'abord, là, on va faire trêve de présentation outre mesure et on va plonger dans le premier segment qui sert d'ailleurs à ça. Excellent. Parlons tourne. Donc, il y a la roue derrière toi. Oui. Et là où s'arrête l'aiguille, ben, c'est l'une de 12 disciplines. Tu dois seulement nous décrire comment cette discipline-là t'inspire ou a un impact sur ton travail d'écrivain. Excellent. On y va. La flore, Pierre-Luc Bélanger. Bien, le fait que j'écris l'été, je dirais que c'est probablement ça qui a un impact, parce qu'à l'été, c'est là qu'on va voir davantage peut-être les fleurs puis les plantes. Donc, je pense que ça serait ça, le plus haut lien que la flore. C'est bien débattu. Et Pierre-Luc, pourquoi écris-tu précisément l'été? J'écris l'été parce que je suis en vacances pendant 2 mois étant pédagogue. C'est un des avantages, si on veut, et ça me donne justement un grand laps de temps où je peux me concentrer sur mes écrits plutôt que de dire, je vais écrire quelques heures là. Un peu comme avec mon premier manuscrit, ça m'avait pris 10 ans à terminer parce que j'écrivais 2-3 pages à la fois, tandis que là, je peux vraiment m'asseoir et me concentrer pendant un mois ou 2 puis écrire un manuscrit au complet. Donc, tu as besoin de ça, si je ne m'abuse, mais ça fait en sorte qu'il n'y a jamais vraiment de vacances. Il y a quand même des vacances, parce que je travaille normalement pas plus que 2 heures par jour. OK. Donc, j'ai besoin de cette routine-là, j'ai besoin de me botter des fois un petit peu dans le derrière pour que ça avance, mais je profite quand même de mes journées pour profiter de l'été, pour faire plein d'activités à l'extérieur aussi, mais je dois avoir mon temps le matin pour écrire. Donc, c'est ce que j'allais te demander. C'est le matin. Oui, absolument. C'est le matin. Est-ce que c'est, vraiment cantonné là, de telle heure à telle heure tous les matins? Règle générale de 8h à 10h. Wow, t'es discipliné, même l'été. Pas mal, oui. Même l'été, oui. Sublime. Pédagogue, même l'été, pédagogue à ton propre égard. Sublime. Ça. On tourne. On tourne? On tourne. OK. Oh, la physique, Pierre-Luc Bélanger. J'espérais pas tomber sur celle-là. Ah, mais tu sais, parfois, faut pas espérer. Bonne question. Parce que peut-être que ça on pourrait faire un lien avec des personnages, quelque chose comme ça. Parce que dans des personnages, il y a des relations, ils vivent des changements chez eux, ils font des découvertes. Peut-être que là, je vais aller un petit peu vers la bio ou la chimie aussi. Mais je pense à certains personnages, des fois, qui ont eu peut-être des tentatives d'essayer certaines
drogue ou des choses comme ça. Il y en a qui ont eu des accidents de voiture. Donc ça, il y a certainement de la physique. Si tu vas trop vite, puis il y a une courbe, puis tu rentres dans un poteau, comme Cédric dans Ski Blanche Avalanche, il doit y avoir des liens avec la physique en quelque part là-dedans. Absolument. Absolument. C'est peut-être parfois même dans ton subconscient, mais bon. Je me permets de te poser la question suivante. Donc, une première balle courbe, on parle de physique. OK. Aimes-tu, quand on te considère expressément un auteur jeunesse? Est-ce que tu te dis un auteur jeunesse, Pierre-Luc? Oui, je dis que je suis un auteur jeunesse, parce que pour l'instant, ce que j'ai publié, c'est des œuvres qui sont pour jeunesse. Toutefois, j'aimerais publier dans tous les créneaux, autant chez les plus petits que des livres pour adultes aussi. Mon rêve, c'est d'être auteur, point à la ligne. Je ne veux pas nécessairement juste être dans un domaine. J'ai l'intention quand même de continuer à écrire beaucoup de choses pour la jeunesse, mais je veux explorer des fois certaines thématiques ou certaines choses que ça serait plus pour les adultes ou ça serait plus pour les bambins. Et la collection 14-18, on l'a escamoté, je l'ai escamoté tout à l'heure. Évidemment, ça désigne un groupe d'âge. Donc, de 14 ans à 18 ans en principe. C'est une collection qui va très bien. Maintenant, une autre belle courbe, courbe. Une balle tombante, mettons. Et comment on conjugue ça, le travail de pédagogue? Parce que tu es quand même très, très souvent dans les écoles, bien que tu ne sois pas enseignant à proprement dire. Tu es conseiller pédagogique, donc tu travailles avec les enseignants. Donc, tu es auteur de certains de ces titres-là. Et puis, il faut le dire, des titres qui sont dans les écoles franco-ontariennes déjà à l'heure actuelle. Comment tu conjugues ça? Et dans d'autres provinces. Et dans d'autres provinces. Donc, comment tu conjugues ça? En être l'auteur, puis devoir peut-être appuyer des enseignants qui le mettent au programme? À date, c'est pas arrivé que j'ai appuyé des enseignants vraiment qui le mettaient beaucoup au programme, autre que répondre à certaines questions aux élèves via ma chaîne YouTube la plupart du temps. Oui. Parce que je peux pas toujours me libérer chaîne YouTube, pour ça comme chaîne tel. YouTube, Oui. Pierre-Luc Bélanger. C'est ça. Mais toutefois, des fois, ça va être juste des questions comme ça. Moi, j'accompagne les enseignants par rapport à la littératie, par rapport à des stratégies pour l'écriture, la lecture, la communication orale. Je vais en salle de classe, on essaie toutes sortes de choses. Puis ça arrive que là, je vais faire des liens, dire moi, en tant qu'auteur, je fais telle chose. J'utilise telle stratégie que vous autres aussi, vous avez à utiliser. Je fais pas des présentations de mes livres ou quoi que ce soit, mais des fois, je peux quand même montrer que, moi aussi, quand je révise mes textes, je passe par tel processus. Ou les échanges que j'ai avec mon éditrice, voici les types de commentaires que je reçois, la rétroaction. Ensuite, comment moi je réagis. C'est un peu la même chose quand les autres reçoivent la rétroaction de leurs enseignants. Donc, il y a une forme de modélisation, puis vraiment, c'est vécu et exprimé par l'auteur lui-même. Sublime. Le chantier. Pierre-Luc, ton corps est un écrin. Tu es prêt? Oui. Voici l'écran en question. La première rangée de tiroirs, ça correspond à la tête, à l'esprit, à la raison. La deuxième rangée de tiroirs, la perception sensorielle. Et la troisième rangée, la dimension affective, soit le cœur. Le seul choix que tu as, c'est le choix de la rangée et de là, c'est le hasard. On va commencer vers le haut. Lequel des trois? Je vais aller avec le premier tiroir. ABC, pourquoi pas le pédagogue. Voici. Pierre-Luc Bélanger. Quelle est, selon toi, la situation de la littérature franco-ontarienne à l'heure actuelle? Oh, bonne question. Je crois qu'elle est de plus en plus visible, de plus en plus vivante. Toutefois, peut-être qu'il n'y en a pas assez, en quelque part. Peut-être qu'elle n'est pas assez connue aussi. Donc, j'ai peut-être l'impression que je me contredis un peu. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a plein de maisons d'édition qui publient de plus en plus de titres, je pense, à chaque année. Toutefois, on a des fois de la difficulté à savoir, est-ce que cet auteur-là est franco-ontarien ou pas? On dirait que, il est né en Ontario, mais il ne vit plus en Ontario, il vient d'une autre province, d'un autre pays, mais là, il est en Ontario. Il y a des gros débats comme ça. Donc, c'est une littérature qui bouge, mais c'est une littérature aussi par rapport à laquelle on se questionne beaucoup. Mais je crois qu'il y a encore énormément de place pour avoir plus d'auteurs, ça, c'est certain, plus de titres, plus de maisons d'édition peut-être aussi. Mais en quelque part, il faut qu'il y ait la demande. Oui. Puis je jasais avec la directrice de la station un peu plus tôt aujourd'hui. Puis c'était question de... quand j'ai parti à mon premier salon du livre, devant moi, il y avait toute une rangée de Harry Potter traduits en français. Je me suis dit, le jeune qui a eu 20 $ de ses parents ou qui a pris 20 $ de son argent qu'il a eu à travailler en quelque part, à tondre des pelouses, peu importe, à pelleter la neige, il va peut-être aller acheter des Harry Potter parce que c'est un phénomène social, puis tout le monde en parle, puis il y a des films et tout ça. Versus traverser l'allée puis aller acheter un livre d'un auteur franco-ontarien dont il n'a peut-être pas encore entendu parler. Donc, je pense qu'il y a une question de publicité peut-être qu'on doit faire un petit peu plus côté ontarien, montrer que c'est pas seulement au Québec qu'il y a des auteurs francophones. Et je pense que tu le résumes très bien quand tu dis
Elle bouge, elle est vivante, mais elle bouge tellement que on est à l'heure de devoir peut-être la circonscrire un peu plus. Possiblement. À savoir, qu'est-ce qu'un auteur franco-ontarien, qu'est-ce qu'un ouvrage ou qu'est-ce que l'œuvre franco-ontarienne. Super, super. Pierre-Luc. La dernière rangée. La dernière rangée, le cœur. On va aller avec Z là, à la fin. YZ à la toute fin. On va faire les deux extrêmes. Là. À la toute fin. Pierre-Luc Bélanger, quelle est ta conception de l'amitié? Question intéressante. Je peux répondre peut-être de deux façons. Oui. Côté peut-être personnel, puis côté lié à mes livres aussi. Oui, vas-y. Côté personnel, je pense que l'amitié, elle est difficile à classifier des fois. Puis je pense qu'on a peut-être différentes sortes d'amitié. C'est peut-être pour ça que ça peut être plus difficile à classifier. On a des amitiés des fois de travail, on a des amitiés que quelqu'un, un ami de longue date, mais qu'on ne revoit pas pour des années. Puis quand on se revoit, là, tout d'un coup, c'est comme s'il n'y avait pas eu de laps de temps entre tout ça qui s'était écoulé. Puis on a des amis qui sont très près, puis souvent, ceux-là, on peut les compter sur les doigts de la main. C'est des gens que, peu importe ce qui se passe dans notre vie, on va partager, on va vouloir faire des activités avec eux. On veut toujours être au courant. Même s'ils sont très loin, on continue à communiquer. Donc, je pense du côté personnel, moi, je dirais que j'ai des amis de différentes catégories, si on veut, comme ça. Dans mes livres, il y a toujours beaucoup de liens d'amitié entre les différents personnages. Puis souvent, ça va être des nouvelles amitiés. Vu que dans la plupart de mes livres, il y a de l'aventure, on se déplace, on a des gens qui viennent nous prêter main forte à certains moments, on fait des rencontres, des fois heureuses et des fois un petit peu moins, mais il y a des relations, il y a des moments où on va justement tisser ces liens-là, donc il y a de l'amitié qui se développe. Je pense que c'est important, parce que j'écris entre autres pour les jeunes, puis les jeunes vivent dans un monde où je crois que les amis physiques et les amis même virtuels sont vraiment importants. Donc, je pense qu'il faut représenter ça aussi dans la littérature pour les gens. Est-ce qu'il y a une contamination, Pierre-Luc, entre les deux sphères telles que tu les as divisées? À savoir, est-ce que tes expériences en matière d'amitié à toi, l'auteur, transparaissent dans l'œuvre et dans la conception que peuvent avoir de l'amitié un ou certains de tes personnages? Bien, c'est certain que dans tous mes livres, il y a toujours une petite partie de moi, mais je peux pas dire que je me suis énormément basé sur mes expériences d'amitié comme telles pour ces livres-là. Je me suis inspiré de plein d'autres choses, mais pas vraiment de ce côté-là. OK, cool. Ouais. Et on revient aux amis de longue date. Oui. OK? Je trouve ça fort intéressant que tu oses même le dire. Bon, des amis de longue date, donc qui ne se sont pas vus depuis longtemps, est-ce que ça compte le temps? Est-ce que dès l'embrassade, ça se dit, ben là, ça fait bien trop longtemps, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une rancune qui est éprouvée? Je pense pas qu'il y a nécessairement une rancune. Moi, je sais que souvent, j'ai l'impression qu'avec mes amis de différents types d'amis, que je suis la personne qui fait les premiers pas, qui va dire « Ah, ben est-ce qu'on va souper? Est-ce qu'on fait telle activité? Est-ce qu'on fait quelque chose? » J'ai souvent l'impression d'être l'organisateur de beaucoup de choses, sauf le soir qu'on va sortir pour célébrer mon anniversaire. À ce moment-là, je dis « Ben là, arrangez-vous, faites quelque chose. » Mais autrement que ça, c'est souvent moi qui organise la majorité des activités avec les amis. Donc, des fois, je me dis « Ah, ben comment ça, c'est encore moi qui le fais? » Toutefois, je pense pas que c'est... qu'il y a vraiment une rancune ou quoi que ce soit. Des fois, la vie passe, tout le monde est occupé, tout le monde a plein de choses à faire. J'ai tellement de questions par rapport à ça, Pierre. Tes amis ne sont pas forcément, tous des auteurs. Comment vivent-ils le fait que tu es auteur, toi? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on te pose des questions à cet égard-là? Ou bien si tu es Pierre-Luc Bélanger, leur ami avant tout ça? Je suis leur ami, c'est numéro 1. Numéro 2, je crois que la plupart sont très fiers de ce que je fais, puis ils vont souvent en parler à leurs amis, ou ils vont me présenter à d'autres personnes comme étant leur ami l'auteur, ou leur ami l'auteur franco-ontarien, des fois qu'ils vont préciser. Puis je crois que c'est vraiment... c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Ils vont venir à mes lancements, ils vont me poser des questions. Des fois, c'est déjà arrivé que j'ai un de mes livres que j'ai dédié à une de mes amies, justement. Donc, ils sont au courant de ce que je fais. Ils me suivent dans les médias sociaux. Je pense que pour eux autres, c'est excitant. Ils trouvent ça aussi excitant que moi, je trouve ça excitant d'être auteur. Sais-tu ce qui est excitant, Pierre-Luc? Ouais. On s'en va à la pause publicitaire, on respire un peu et c'est pas fini. Excellent. Il reste toute une autre moitié. Oui. Revenez-nous après la pause à Les Paroles restent. Je m'entretiens avec Pierre-Luc Bélanger. Vous êtes là. Lectrice, lecteur, littéraire, littérales et littéraux, on est de retour. Pierre-Luc Bélanger. Pierre-Luc, oui. Le 10 heures de belle aventure, c'est toi. D'accord.
Il y a ici 54 cartes. Tu les as comptées déjà de toute façon, tu le confirmes. Chacune des cartes correspond à une question. C'est pas compliqué. Avec la dextérité lamentable dont je fais preuve, ben, je brasse les cartes, je les étale très bientôt avant que ça s'écroule. Et tu choisis au hasard une carte et une autre. Et bien, on répond à la question. C'est la seule obligation. On va commencer avec celle-ci. Merci. Pareil. Le 7 de pique. Pierre-Luc Bélanger, quelle est la plus grande malchance de ta vie? Je pense que, règle générale, j'ai été quand même relativement chanceux pour bien des choses quand même. Des malchances, peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça des malchances, c'est plutôt ça fait partie d'un parcours. J'ai écrit quand même beaucoup de manuscrits au fil des ans. Puis là-dedans, il y en a quand même une très grande partie qui n'ont jamais été publiées, pour toutes sortes de raisons. Donc, je ne sais pas si c'est une malchance ou pas, mais je pense que tous les auteurs ont passé par là. Puis j'ai certains titres là-dedans qu'encore, ça me fait de quoi qui n'ont pas été publiés. Donc, je me dis peut-être qu'à un moment donné, je vais me rasseoir avec ces manuscrits-là, puis essayer de les retravailler, puis les reproposer à nouveau pour voir si je peux tourner la chance puis qu'ils soient publiés comme tels. Donc, peut-être ça. Est-ce que tu les proposerais au même éditeur? Bonne question. Je ne suis pas certain que je le ferais nécessairement. Malgré que des fois, avec le temps, ça peut arriver que le timing soit bon à ce moment-là, si on le propose quelques années plus tard. Peut-être que j'aurais tendance à les voir aussi ailleurs. Mais je ne m'étais pas arrêté à cette question-là encore. Non, mais c'est un bon point quand tu dis peut-être plus tard. Il y a une certaine mouvance, il y a des tendances aussi. Et ça ne veut pas pour autant dire que le manuscrit n'est pas du tout valable. Hein? Oui. Donc, tu as raison, il y a une question d'opportunisme aussi. Puis je pense, tu sais, comme avec 24 heures de liberté, ça, c'est un livre que j'avais écrit, un manuscrit que j'avais écrit à une époque où je n'avais pas le droit de travailler avec des maisons d'édition. Parce que je travaillais, j'évaluais des livres. Et je n'avais pas le droit à ce moment-là. Donc, j'ai écrit le manuscrit, j'ai laissé sur la tablette pendant 3 ans. Par obligation? Par obligation. Jusqu'à temps qu'on me dise « Ah bon, ben merci, après 3 ans, on va passer à autre chose, on coupe dans l'équipe. » Donc, à ce moment-là, ben, j'ai soumis le manuscrit, puis ça a donné que le timing était bon parce qu'il a sorti celui-là. Sublime. Un mal pour un très bien. C'est ça. On y va. Puis la prochaine, celle-là. Pierre-Luc, le 3 de pique. Okay. Comment as-tu eu la piqûre pour la littérature? Très jeune, moi, mes parents me lisaient des histoires le soir. Je pense que c'est probablement là que ça a commencé. Puis par la suite, dès que j'ai pu lire moi-même, j'aimais aller à la bibliothèque avec mon père. Puis là, j'avais ma carte, puis je sortais tous les livres que j'avais le droit. Disons que c'était 20 livres. Ensuite, je prenais la carte de mon père, puis je sortais un autre 20 livres. Parce que dans le laps de temps qu'il me donnait, j'allais en manquer. Puis c'est la même chose, on voyageait beaucoup. Tous les étés, on partait pendant 2 mois. Puis là, on amenait des caisses de livres. Puis souvent, au bout de quelques semaines, j'en manquais. Donc là, il fallait aller en chercher d'autres. Il fallait aller en acheter. Ou je me mettais à lire les livres que mes parents lisaient. Donc, j'étais vraiment un grand lecteur. Puis à un moment donné, c'est ça qui m'a mené à l'écriture aussi, me disant, moi aussi, je suis créatif, je joue à toutes sortes de choses, j'ai des idées. Je vais m'essayer, je vais écrire moi aussi. Est-ce que ça remplaçait, si on veut, les appareils électroniques d'aujourd'hui, à savoir, est-ce que tu lisais même dans la voiture pendant le trajet? Pas dans la voiture, parce que ça, c'est une vraie affaire pour avoir mal au cœur, mal à la tête. Toutefois, à la plage, je couchais dans mon lit, pendant des années, je lisais à la cachette parce que je devais me coucher plus tôt que mon frère. À la cachette? Oui. Wow. Donc, il écoutait encore la télé en bas. Moi, j'allais me coucher, puis j'avais quand même ma lampe de chevet allumée, puis là, je me mettais à lire à ce moment-là. Mes parents le savaient que je lisais, mais ça ne les dérangeait pas. Mais il ne fallait pas que mon frère le sache. Que je lisais à ce moment-là. C'est un tout petit délit. Oui. Très beau. Fort intéressant. La prochaine. Creuse un petit peu. Voici le 6 de carreau. Pierre-Luc Bélanger, tout simplement. Es-tu romantique? Oui et non. Je pense que dans mes livres, il y a souvent des personnages qui vont vivre des premiers amours, qui vont avoir des choses. Où on va avoir des couples, des fois ça va bien, des fois ça va pas bien, mais il y a souvent quand même des passages peut-être d'amour un petit peu plus présents dans certains des livres, sans que ça soit quoi que ce soit à l'eau de rose. Donc, côté auteur, oui. Côté personnel, peut-être pas énormément, mais je suis une personne, je pense, qui est très attentionnée. Très belle distinction. Très belle distinction. Donc, à défaut d'être hyper romantique, tu es hyper là. C'est ça. Très beau. On y va. On va aller à l'autre bout. La dernière, tant qu'il y a. La dernière. Oui.
Le 3 de cœur. OK. Quelle est la lettre que tu préfères au Scrabble, Pierre-Luc? Probablement, je sais pas, je dirais peut-être un E pour la simple raison qu'il y a tellement de mots dans lesquels il y a des E. Donc, on se fiche du nombre de points attribués. Oui, L'important, c'est de faire un mot. c'est ça. Placer le mot. Super, C'est ça. super, c'est simple. Belle logique. Celle-ci. 10 de pique. Beaucoup de pics jusqu'à date. Là. Ouais. Oh! Pierre-Luc Bélanger, quel serait le 11e commandement? Version contemporaine. Tu liras à chaque jour? Ah, que c'est beau! Ah, que c'est beau! Écoute, j'aurais même pas pu imaginer mieux. Tu liras chaque jour. Très beau. J'en dis pas plus long. Vas-y. OK. On va aller... Celle-là. Le 4 de cœur. Quel est ton mot préféré? Rêve. Rêve. Ouais. Et pourquoi? Puis, pas nécessairement des rêves qu'on fait lorsqu'on dort, mais simplement des rêves qu'on a dans la vie comme tel. Je pense que c'est important d'en avoir. C'est vers ça que ça nous mène. On va essayer de les réaliser, ces rêves-là. Puis ça peut être des très petits rêves, comme ça peut être quelque chose de plus grand, qui a plus d'envergure. Mais je pense que c'est important d'avoir ces rêves-là qui vont peut-être être guidés par une passion, par un désir. Ça peut être un voyage qu'on veut faire à un moment donné. Je me souviens, lorsque j'étais au secondaire, j'ai eu la chance d'aller en France, puis là, j'étais au sommet de la Tour Eiffel, bien, je réalisais un certain rêve d'être en haut là. J'avais vu la Tour Eiffel dans des livres, dans des films, puis là, j'étais là à ce moment-là. T'en étais conscient? Oui. Puis quand j'ai publié 24 heures de liberté, bien, ça, c'était un autre rêve. J'avais rêvé de réussir à publier au moins un livre. De là ma question. À quel moment as-tu commencé à rêver de devenir écrivain? Bien, j'ai commencé mon premier manuscrit en 8e année. Wow! Donc, je te 13 ans. dirais, ouais. Donc, à l'entour de cet âge-là, j'avais écrit toutes sortes d'autres petites choses, mais quand je me suis pris un petit peu plus au sérieux, c'était en 8e année, le manuscrit qui a pris 10 ans à compléter. Après ça, je me suis pris vraiment au sérieux, puis là, je me forçais à travailler un petit peu plus fort et plus souvent, à une meilleure fréquence pour être capable de terminer un manuscrit en dedans de 6 mois. Puis maintenant, bien, je suis rendu, ça me prend entre 1 et 2 mois. Mais tout ça est parti d'un rêve de vouloir avoir au moins un livre de publier. Et par rapport à l'enseignement, est-ce qu'on rêve d'être enseignant ou si on devient enseignant? Donc, est-ce que ça se fait aussi ardemment à l'étape du rêve, ça? Je ne sais pas si on rêve. Bien, pour certaines personnes, peut-être qu'on va rêver. Pour beaucoup, je pense qu'on a joué. On a joué à être enseignant. Ou on a vécu un passage à l'école qui était intéressant pour se dire, bien, moi aussi, je veux faire ça. Des fois, on peut se dire, ah, ben il y a certaines choses que j'ai moins aimées, donc moi, quand ça va être mon tour, je vais le faire de cette façon-là à la place. Je vais tenter telle expérience-là. Mais je pense qu'en quelque part, on a des rêves quand on est enseignant pour nos élèves aussi. On veut les voir qui réussissent, on veut les voir qui profitent de la vie, qui soient passionnés par quelque chose, qui soient engagés. Je pense que c'est important de faire ça avec, entre autres, avec la littérature, avec ce qui se passe dans les médias, avec vraiment tout ce qui les entoure, des sports, quoi que ce soit. Il faut être au courant de ces rêves-là, des rêves qu'ils ont, puis voir peut-être comment est-ce qu'on peut conjuguer leurs rêves avec l'apprentissage, avec un programme peut-être qu'on veut couvrir. Très, très beau. À quel point la réalité vient peut-être s'adapter à leur rêve ou l'inverse. Wow! On a pris la dernière, donc là, je pense qu'on va prendre la première. Ouais, pourquoi pas? Le 4 de carreau. OK. Pierre-Luc Bélanger, est-ce que tu suis plutôt ton intuition ou ta raison? Plutôt, c'est-à-dire, bon, il y a toujours un peu des deux, oui, mais... C'est certain qu'il y a des deux. Lequel l'emporte? Je dirais que dans ma vie, peut-être personnelle, ça serait peut-être plus la raison. Quand ça vient à l'écriture, peut-être plus l'intuition. Que je me dis, ah, ça va être bon, ça, j'aime ça, puis là, je vais l'écrire. Ça ne veut pas dire que ça va passer les étapes de révision puis d'édition, mais je propose des choses. Je pense à mon prochain livre qui va sortir, que justement, j'ai proposé certaines choses. Il y en a qui ont passé, il y en a qui ont été refusées, mais c'est chaque chose qui passe. Je me dis, ah, c'est une petite victoire, on fait quelque chose de différent. Si on ne le propose pas, bien, c'est certain que c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous le proposer nécessairement, que ça soit utiliser certains mots, d'avoir des personnages différents ou quoi que ce soit. Donc, bien, je pense que ça prend un peu des deux, mais point de vue écriture, peut-être plus d'intuition. Donc, tu provoques un peu plus par le biais de l'intuition que par le biais du raisonnement après l'intuition. Tu dis, non, je ne touche pas, on va voir. C'est ça. On va voir ce qui en adviendra. Super. On va aller... Excellent. Oui, et le 7 de carreau. OK. Pierre-Luc Bélanger, le 7e jour, Je me repose.
Ah oui, hein? Je me Littéralement? repose. Ben, ça dépend si c'est le 7e jour de quoi, je te dirais. OK. Si on est à l'hiver, puis Oui. le 7e jour, c'est notre dimanche, à ce moment-là, c'est certain que je vais être en ski. Si c'est l'été, le 7e jour, je vais quand même écrire parce que j'écris 7 jours semaine, normalement. Si je suis en voyage puis c'est le 7e jour, ben, je vais faire ce que je vais vouloir faire à destination où est-ce que je suis. Donc, le 7e jour, là, il y a toujours quelque chose à faire. Sublime. Tu te reposes, donc finalement, quoi que tu fasses, tu trouves ça reposant. Oui. Ne serait-ce que parce que c'est le 7e jour aussi. Donc, on refait le plein en même C'est temps. vrai. Il y a une activité qui est C'est impliquée. Vas-y. On va prendre ça là. Le 8 de trèfle. Oui. Pierre-Luc Bélanger, c'est à point. Que penses-tu de la littérature traduite? J'ai des idées partagées par rapport à ça. Oui. Bien, par exemple, moi, en tant que lecteur, j'aime lire un livre dans sa version originale si je comprends la langue. Donc, je n'irai pas lire un livre qui a été écrit en anglais, qu'on a ensuite traduit en français, parce que je peux le lire en anglais. Mais si le livre est écrit en allemand, bien là, à ce moment-là, ma connaissance de l'allemand est assez rudimentaire, là, à peu près 7-8 mots, je vais le lire en français. Je trouve ça intéressant de traduire des livres parce que, justement, on peut aller chercher peut-être un plus grand lectorat. On peut partager des histoires intéressantes. Toutefois, je pense que c'est quand même vraiment il y a une ligne très, très fine entre est-ce qu'on va le traduire puis vraiment garder l'essence du livre comme tel? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Puis des fois, on peut avoir une certaine crainte si nos livres sont traduits dans une langue qu'on ne comprend pas nous-mêmes pour savoir, bien, est-ce que le personnage est toujours le même. Est-ce qu'on va changer des noms? On ne le sait pas, surtout si jamais c'est traduit dans une langue où on utilise un autre alphabet que celui d'autre on utilise. Par exemple? Ça pourrait être le chinois ou le russe ou quoi que ce soit. Donc, toi, tu serais un auteur, bon, je parle au conditionnel maintenant, Oui. OK? Tu serais un auteur qui voudrait quand même avoir un certain droit de regard. En principe, tu voudrais une traduction qui soit un tant soit peu fidèle. Je te pose la question. Où est la liberté du traducteur? Où attribues-tu un peu de liberté au traducteur, toi? Ça semble pas être sur le Bien, plan des personnages. J'ai l'impression que la grosse liberté irait probablement dans les dialogues. Ah Parce oui! qu'il faut donner une saveur, si on veut, à ces dialogues-là. Donc, moi, j'écris des livres qui se passent pas mal souvent avec des franco-ontariens qui vont côtoyer d'autres francophones à différents endroits. Bien, on s'exprime peut-être d'une certaine façon ici versus quelqu'un dans un autre pays. Donc là, si on traduit un livre en espagnol, par exemple, bien, les expressions que nous autres, on va utiliser pour peut-être montrer de l'affection envers quelqu'un, bien, les autres n'utiliseront pas les mêmes termes nécessairement. Donc, je pense qu'il y a une partie du travail du traducteur, c'est justement d'aller trouver ces expressions-là puis de jouer avec les dialogues. Peut-être moins avec le côté des descriptions, si on pense comme à peut-être le physique d'un personnage ou le lieu comme tel, mais dans ce qui donne peut-être la vie à ces personnages-là, qui est leurs échanges, toutes les séquences dialogales. Wow! Pierre-Luc, Oui. le dialogue tire à sa fin. C'est Déjà, fini. hein? C'est déjà fini. Ça allait vite. C'est déjà fini. Écoute, je te remercie infiniment. plaisir. Il faut que tu reviennes nous voir. Sublime, je Absolument. sens qu'il y a plein d'autres choses qui bouillonnent. Lectrices, lecteurs, littéraires, littérales et littéraux, c'est un rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de Les Paroles restent. Encore une fois, c'était Pierre-Luc Bélanger, ici Éric Charlebois, qui vous souhaite une belle fin de journée.